Merci beaucoup Jacques, et merci pour ta présentation, et merci de me faire l'honneur de participer en marge de cette magnifique exposition Dante, pour pouvoir intervenir. C'est un très grand honneur pour moi. Voilà, je vais commencer tout de suite je vais faire un parcours un petit peu historique qui part de Boccace, dont on a parlé tout à l'heure à l'exposition, et qui va se terminer avec les aristotéliciens de la fin du XVIe siècle. Alors, la fortune de la Divine Comédie fut immédiate, très vite attestée par un nombre très important de commentaires, dont le premier, les Gloses de l'Enfer, fut l'œuvre du premier fils de Dante, Jacopo Alighieri. Il fut suivi par bien d'autres dans la tradition manuscrite. Vous avez ici deux exemples de manuscrits, de commentaires. Le commentaire latin de Guido da Pisa, qui date des années 1328-1330, et un peu plus tard, vers 1340-42, une page du commentaire latin de Pietro Alighieri, le second fils de Dante. Ce n'est pas tout à fait lui, mais enfin, c'est dérivé de lui, de son commentaire. Le Dartmouth Dante Project aux États-Unis, qui a réalisé le remarquable travail de digitaliser tous les commentaires connus de la comédie jusqu'à nos jours, il y en a environ 70, dénombre 20 commentaires manuscrits jusqu'à l'année 1400. Vous vous rendez compte, c'est beaucoup, 20 commentaires différents. Le plus célèbre est celui de Giovanni Boccaccio, certainement, l'auteur du Decameron, que vous voyez ici, que le gouvernement florentin avait nommé en 1373 lecteur public pour lire Il Dante, comme on appelait alors la comédie. Boccace donnera en effet une série de leçons publiques dans la chapelle de Santo Stefano in Badia, mais il s'arrêtera au chant 17 de l'Enfer, à la veille de sa mort en 1375, et donc son commentaire est partiel. Boccace avait en outre lui-même copié la comédie de sa propre main. La bibliothèque Riccardiana de Florence possède le précieux codex que Boccace avait illustré de 7 magnifiques dessins. Il en reste 7. Voici sur l'un d'entre eux, Dante dans la forêt, c'est la première scène de la Divine Comédie, avec Virgile, et puis vous avez sur la gauche les trois fauves qui vont assaillir Dante, et chacun a une signification bien particulière. Le Dartmouth Dante Project comptabilise en outre 12 commentaires de la comédie, édités depuis le début de l'imprimerie jusqu'à la fin du XVIe siècle. On peut se demander alors pourquoi cette foison de commentaires si immédiats et si nombreux, 32 en un peu plus de 2 siècles et demi. C'est que plus que tout autre texte, je crois, lire le texte de la comédie de Dante requiert accompagnement, explication, secours. Tout lecteur, en pénétrant dans cet univers, et encore aujourd'hui, éprouve le besoin d'un appui pour ne pas se perdre dans cette selva oscura qu'il aborde toujours avec une sorte d'effroi sacré, et dont il devine presque tout de suite qu'elle contient des méandres insoupçonnés et des sens énigmatiques. Le Moyen-Âge avait d'ailleurs l'habitude d'accompagner les textes littéraires de vastes commentaires allégoriques qui permettaient de rendre les fictions plus compréhensibles et moralement plus convenables. Il l'avait fait pour Virgile et pour Ovide, les fameux Ovides moralisés. Ainsi, la comédie de Dante apparaît souvent au Moyen-Âge ou à la Renaissance débordée, on peut le voir d'ailleurs dans l'exposition même, débordée ou saturée par ses exégèses, souvent particulièrement invasives, qu'on en juge seulement d'après cette page du commentaire latin de Benvenuto da Imola. Le texte apparaît comme un îlot perdu au milieu de la page. Le texte, vous voyez, est vraiment centré en plus gros caractères, et puis vous avez tout autour les minuscules caractères du commentaire qui l'envahissent. Alors les commentaires comportaient en premier lieu une explication grammaticale, littérale, des mots même du texte, suivie d'une interprétation allégorique, où étaient dévoilés les sens moraux, doctrinaires ou théologiques du poème. Ainsi se construit presque naturellement une tradition de la glose dantesque qui suit historiquement une structure exégétique plus ou moins fixe et pour ainsi dire binaire. Boccace résume parfaitement cette double voire triple fonction du commentaire. Spiegare l'artificioso testo
la moltitudine delle storie e la sublimità dei sensi nascosti sotto il poetico velo. Donc, expliquer les artifices du texte, la multitude des histoires et la sublimité des sens cachés sous le voile poétique. Le Florentin Boccas ne se contenta pas de commenter la comédie. Il écrivait aussi la biographie qui fera de Dante un poète divin. Le Trattatello in laude di Dante, qui, comme son nom l'indique, est aussi une louange, voire une véritable hagiographie. Dante y apparaît nimbé d'une aura de poète légendaire. Ainsi, c'est Boccas qui, au XIVe siècle, fonde véritablement le culte de Dante, qu'il définit comme un poète théologien se servant du premier vers d'une épitaphe, Theologus Dantes, une épitaphe composée à l'occasion de la mort du poète par un ami et correspondant de Dante, le poète florentin Giovanni del Virgilio. Boccas fondait cette divinisation de Dante sur une tradition philosophique qui établissait une analogie figurative entre la Bible et la fable, créant une parenté naturelle entre le théologien et le poète par le biais de l'allégorie. La poésie, disait Boccas, n'est pas du tout en contradiction avec la théologie. Une très belle phrase ici, j'oserais presque dire que la théologie est la poésie de Dieu. Lorsqu'on nous dit dans les Écritures que le Christ est tantôt un lion, tantôt un agneau, tantôt un dragon ou une pierre, qu'est-ce donc sinon de la poésie? Et que sont les paraboles du Christ, sinon des allégories? Pétrarque, d'ailleurs, avait employé pratiquement les mêmes mots dans une de ses lettres. Mais à vrai dire, c'est Dante lui-même qui accréditait cette lecture allégorique. Dans certains de ses textes théoriques, il appliquait à la poésie la méthode herméneutique réservée à la Bible, qu'on appelait quadruple ou quintuple exégèse, par laquelle on pouvait distinguer un sens littéral au premier et 3 autres ou 4 autres sens appelés allégoriques, qui pouvaient d'ailleurs se réduire à un seul. Dante proposait alors lui-même une sorte d'auto-exégèse de sa propre comédie. Il suggérait une lecture correcte de son œuvre et légitimait dès lors les commentaires qui prenaient toute leur raison d'être. Ainsi, ces 3 vers magnifiques du 9e chant de l'enfer peuvent servir de protocole de lecture à toute la comédie. O voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame degli versi strani. Ô vous qui avez l'entendement sain, regardez la doctrine ou admirez la doctrine qui se cache sous le voile de ces vers étranges. Maître est allégorie, le poète et Dante plus que tout autre devenait donc un théologien, doublé d'un philosophe. Par ses fictions, il déterminait des vérités à comprendre, des sens moraux à suivre et des dogmes à croire, tout comme la Bible. À la lumière de pareilles théories, il est difficile d'imaginer que l'immense poète que fut Dante Alighieri, accrédité ainsi comme théologien et divin poète, ait pu connaître des jugements négatifs, ou du moins beaucoup plus nuancés, de la part de ses contemporains et des lecteurs des siècles suivants. Et pourtant, les griefs envers Dante ne manquent pas. Disons davantage, la personnalité de Dante apparaît souvent, à la Renaissance, située au cœur d'une nébuleuse d'admirateurs et de détracteurs, parfois même s'agissant des mêmes personnes. On sait que déjà de son vivant, Dante fut souvent la proie de l'invective et de la calomnie, et ce dans la ville même de Florence qui fut sa patrie. Engagé dans les affaires de sa ville, guelfe blanc, dans une ville dominée par les guelfes noirs, Dante fut pendant 19 ans un exilé célèbre, un exul immeritus, selon sa propre expression, qui dut quitter sa ville pour d'autres villes italiennes pour enfin gagner Ravenne, où il devait mourir en 1321. Il se considérait lui-même comme florentin de naissance et non de mœurs. Et par un juste retour des choses, les cercles de son enfer comptent bien des Florentins illustres, châtiés pour leur indignité. Toutefois, l'animosité exercée contre Dante dans sa ville même ne s'arrêta pas à des considérations d'ordre politique. Déjà au XIVe siècle, c'est sur le plan littéraire et linguistique que la Divine Comédie fut loin, dans les siècles qui suivirent, de faire l'unanimité. Ainsi, 100 ans après la mort de Dante, les humanistes du début du Quattrocento, comme le chancelier de Florence Coluccio Saltati, ou de son disciple Leonardo Bruni, que vous avez ici, émirent de sérieuses réserves
à l'égard de Dante, qu'il considérait comme trop médiéval, trop scolastique et trop éloigné de l'esprit gréco-latin qu'il rêvait de voir renaître hic et nunc. Certes, on admirait et on révérait avec une immense fierté le poète compatriote, à qui Florence devait sa gloire, et l'historien Filippo Villani avait bien montré dans son ouvrage sur les origines de la ville que Dante était un symbole de Florence, une fierté civique. Pourtant, en ces années de vigoureuse reviviscence des lettres antiques, où les intellectuels tentaient fébrilement, dans un immense effort humaniste, de restaurer le latin de Cicéron et de Virgile pour tenter de le sauver de la corruption que lui avait imposé l'usage du latin scolastique, on avait du mal à comprendre qu'un poème de nature et de facture, de l'excellence de la comédie, puisse faire l'économie du latin, considéré comme la langue la plus élevée. L'humaniste Salutati, qui éprouvait par ailleurs une immense admiration pour l'opus divinissimum de Dante, pour ses qualités doctrinales, sapientiales et théologiques, prétend ainsi dans une de ses lettres que si Dante avait écrit sa comédie en latin, il aurait été supérieur aux poètes de l'Antiquité. En tout cas, le caractère médiéval, souvent brut et mal dégrossi des écrits de Dante, sa faible connaissance du monde classique, était ouvertement très mal perçu par certains humanistes rigides et militants comme Niccolò Niccoli, qui se montraient farouchement rebelles au culte de Dante. Runi met en scène ce personnage dans un dialogue humaniste et le montre explosant dans une violente diatribe contre Dante, l'accusant de n'avoir rien compris à Virgile, d'avoir commis des erreurs historiques, d'avoir basé sa culture sur la scolastique et d'avoir si mal usé de la langue latine qu'elle ne pouvait convenir qu'aux fabricants de ceintures, aux boulangers et à cette sorte de plèbe à laquelle il aurait souhaité s'assimiler. Rappelons que toute l'œuvre de Dante, enfin tout le reste de l'œuvre de Dante est en latin, bien sûr. La comédie, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a beaucoup d'autres œuvres qui sont en latin. Beaucoup a été dit sur ce dialogue et sur la virulence de l'invective de Niccoli. Surtout dans le second livre, ce personnage, par une rétractation inattendue, réhabilitait totalement Dante, Pétrarque et Boccace en louant leur mérite. À n'y rien comprendre. Mais ce que nous pouvons dire au minimum de cette palinodie, c'est qu'elle révèle le malaise diffus, voire la rivalité tenace, entre tenants d'une littérature vernaculaire désormais reconnue et bien établie, celle de Dante, de Pétrarque et de Boccace, qu'on appelait les trois couronnes de la littérature florentine, et un mouvement humaniste résolument tourné vers le latin et la résurrection de la culture antique. En effet, l'invective et la laudatio, abruptement juxtaposées au cœur même d'une joute oratoire entre humanistes, en disent long sur les difficultés d'une conciliation entre idéaux et valeurs opposées, modernisme ou passéisme, et surtout sur la place occupée par Dante dans la vie culturelle de la cité florentine. Ainsi, la comédie, même si toujours encensée, apparaît bien dans la ville de Florence comme un lieu de tension et de polémique. Les plus admiratifs pour ses qualités poétiques et doctrinales, maîtrisant mal leur part d'acrimonie pour son statut linguistique. Oui, il y a un tiraillement. Ces oscillations en regard de la comédie se résolurent radicalement lorsque les Médicis consacrèrent le toscan comme langue emblématique du pouvoir de Florence en Italie dès les années 1460-1470. C'est à ce moment-là que Dante fut indiscutablement reconnu et admiré. Donc vous avez ici cette fameuse image de la cathédrale de Florence. Dante, donc, dont maintenant les Florentins s'enorgueillissaient sans entrave, au point d'avoir placé en 1465, au cœur même de la cathédrale de Santa Maria del Fiore, une fresque de Domenico de Michelino, qui vous est désormais familière, et qui montrait Dante et Florence triomphalement réconciliés. Des rayons d'or, je ne sais pas si on peut très bien les voir, partant du texte de la comédie pour illuminer la ville. À Florence, la tradition du commentaire culmine avec la parution d'une édition agrémentée d'un commentaire prestigieux. C'est celle qui fut imprimée en 1481 par Niccolò di Lorenzo, ou de l'Allemagne, qui venait d'Allemagne. Eh bien, la Fondation Bonne Mère possède cette magnifique édition folio
qui s'accompagnait du commentaire de Cristoforo Landino et comportait 19 gravures de Baccio Baldini d'après les dessins de Sandro Botticelli, l'artiste florentin le plus en vue du moment. 1200 copies furent tirées. Il en subsiste aujourd'hui 166, et très rares sont les copies qui comportent les 19 illustrations de Botticelli. L'exemplaire que possède la Fondation Bodmer en comporte seulement 2, je vais vous les montrer. C'est celle que vous pouvez voir ici. La première illustre le début du chant 1 de l'Enfer et montre successivement, selon la méthode séquentielle de Botticelli, qui découpait les différentes actions de Dante comme dans un film. Dante dans la forêt, tout à fait à gauche, puis sortant de la forêt, puis rencontrant les 3 fauves et Virgile, vous voyez les 3 fauves, et puis Virgile qui est agenouillé. Voilà. Et puis sur la deuxième image, vous avez donc au chant 2, Virgile réprimandant Dante pour sa lâcheté, puis montrant à Dante la vision de Béatrice dans le ciel. Alors, un exemplaire tout à fait somptueux de cette édition, richement enluminé, fut présenté en grande cérémonie à la seigneurie de Florence le 30 août 1481 et est conservé aujourd'hui à la Biblioteca Nazionale Centrale de Florence. Cet ouvrage apparaît comme une réponse de haute portée politique aux premières impressions d'édition de Dante hors de Florence. Celle, en tout cas, qui parut le 11 août 1572, que vous avez vu dans l'exposition, à Foligno, qui est l'éditio princeps assoluta, c'est-à-dire c'est la première fois qu'on a imprimé la Divine Comédie, la comédie, parce qu'elle ne s'appelle pas encore divine. Et celle de Martino Nido Beato parut à Milan en 1478, qui comportait le commentaire du Bolognais Jacopo della Lana, 2 éditions non florentines de la comédie que les Florentins prirent à juste titre comme une provocation à laquelle il fallait absolument répondre. La Fondation Bodmer possède donc également des exemplaires de ces 2 incunables, comme vous pouvez le voir vous l'avez vu tout à l'heure, certains d'entre vous, mais vous pouvez le voir dans le catalogue de l'exposition avec les notices remarquables de Paola Allegretti. On s'en voudrait d'en rester là au sujet de Botticelli. Même s'ils ne font pas partie de l'édition de 1481, il existe encore une série de parchemins de Botticelli qui illustrent la comédie de Dante et qui avait été commandée par un cousin de Laurent le Magnifique, Pier Francesco de' Medici. Ces illustrations inachevées furent réalisées par l'artiste dans ces mêmes années, au dos de feuilles de parchemin d'un manuscrit. 84 d'entre elles sont conservées à Berlin et 8 autres à Rome, à la Bibliothèque apostolique vaticane. Ces 92 dessins, souvent en couleur et commencés avant l'édition de Landino, complètent donc l'opus botticellien de Dante, et je voulais vous les montrer parce qu'ils sont tout à fait impressionnants. Quelques-uns, évidemment pas les 92, mais vous voyez ici, vous aviez ici l'enfer représenté comme un gigantesque entonnoir, et puis ici la triple tête de Lucifer qui dévore, vous le voyez, à gauche, au milieu et à droite, les 3 grands traîtres que sont Brutus, Cassius et Judas. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont trahi César et le Christ. Et puis alors vous avez encore un dessin, j'en ai choisi 3, toujours avec cette méthode séquencée, chère à Botticelli. Vous avez Virgile et Dante qui sont en train de descendre le long des Malebolge du 8e cercle de l'enfer, où ils rencontrent tour à tour divers personnages florentins, mais aussi des personnages antiques comme Jason ou Thaïs, qui croupissent dans ces Malebolge. Alors voilà, le commentaire de Landino eut donc un retentissement considérable pendant plusieurs décennies, notamment à Venise, qui prit le relais et le réimprima plusieurs fois. Donc une fois cette édition de 80 terminée, Venise va se charger de réimprimer. Ici, vous voyez une réimpression vénitienne de 10 ans postérieurs. Venise réédite avec le commentaire de Landino jusqu'au commentaire de Vellutello de 1544, que vous avez également à la Fondation Bodmer, et le commentaire de Vellutello était censé prendre la relève du commentaire de Landino.
Cette Nova Esposizione, elle s'appelle ainsi, est effectivement nouvelle dans son genre, car elle accordait beaucoup plus de poids au sens littéral du texte et considérablement moins à l'interprétation allégorique, à l'inverse de celui de Landino, dont il était le parfait antagoniste. La Fondation Bodmer possède également un exemplaire de cette édition vénitienne du commentaire de Vellutel. Cependant, curieusement, les éditions vénitiennes suivantes de ce même commentaire de Vellutel, celles de 1564, 1578 et 1596, furent toutes réimprimées, accompagnées cette fois du commentaire de Landino. Donc vous aviez les deux commentaires ensemble, comme on le voit sur ce frontispice de 1564. Alors, Landino, ici, sur ce frontispice, c'est très curieux, est cité en premier et en plus gros caractère, comme si son commentaire était le seul vrai commentaire, finalement, celui dont on ne pouvait plus se passer. Voilà. Alors, je reviens à cet exemplaire de cérémonie pour concentrer un petit peu quelques points. Le succès de ce prestigieux commentaire s'explique, donc, il synthétisait plusieurs préoccupations fondamentales spécifiques à Florence, à la Florence des Médicis. La paternité de la ville de Florence, dont le poète était natif, qui voyait symboliquement revenir Dante de son exil, en l'éditant triomphalement. L'édition jouait ainsi le rôle monumental d'un tombeau retrouvé, la tombe était toujours à Ravenne. Mais sont aussi saillants des aspects qui font de cette édition une véritable opération politique de la part des Médicis. Le rayonnement sur l'Italie y était exalté au lendemain de la conjuration des Pazzi, qui avait failli leur coûter le pouvoir. Et puis, l'introduction de Landino exauçait la fiorentinità de Dante, du poème de Dante, et proclamait la supériorité du vulgaire toscan sur tous les autres idiomes vernaculaires de la péninsule, comme le bolonais ou le milanais. La grande préface de Landino à son commentaire était un éloge de Florence, de son peuple et de son excellence, et célébrait la cohésion sociale et le patriotisme de la ville. Dante, ici, ajoutait à sa fonction théologique une fonction clairement politique. À tous ces facteurs s'ajoutait la consécration de la philosophie néo-platonicienne, sur laquelle j'insisterai alors un peu plus, et qui célébrait un autre retour, et non des moindres, celui de Platon dans son Academia Platonica Rediviva. Il faut ici rappeler ce que fut l'entreprise culturelle et théologique des philosophes et des poètes médicéens, et en quoi, parmi eux, Platon pouvait être dit redivivus. En effet, c'est par l'inscription de Platon dans l'entreprise dantesque que le commentaire de Landino acquiert toute son originalité. On sait que le philosophe Marcille Ficin, grand helléniste et philosophe néo-platonicien que l'on voit ici, tenant son Platon comme une lyre, avait commencé à traduire Platon avec l'aide d'une assemblée de savants à laquelle il avait donné le nom d'Academia Platonica, en hommage à celle que Platon avait fondée en 387 avant Jésus-Christ. Il avait commenté le banquet de Platon, puis rédigé une théologie platonicienne qui synthétisait avec audace les dogmes du christianisme et ceux de la religion platonicienne, notamment à propos de l'âme, point nodal du néoplatonisme. Sous le mécénat de Laurent le Magnifique, l'Académie platonicienne rassemblait de nombreux érudits, dont les trois éminences furent Marcille Ficin, que vous voyez tout à fait à gauche, Ange Policien, le poète, que vous voyez à droite, et Cristoforo Landino, professeur de Laurent et de Policien, plus âgé que les deux autres, commentateur de Virgile et grand lettré. Et c'est dans cette atmosphère de culte à Platon, où Florence devenait une nouvelle Athènes, que l'édition de Dante avec le commentaire de Landino voit le jour. Alors il est clair que les idées développées par Marcille Ficin seraient les lignes directrices du commentaire de Landino. Un critique a relevé plus de 80 occurrences à Platon et aux Platonici dans le commento landinien. Tous les maîtres concepts du platonisme utilisés en philosophie et en sciences se trouvaient utilisés par ce commentaire qui puisait abondamment dans l'œuvre de Marcille Ficin. Il peut paraître étrange de trouver Platon au cœur du commentaire d'un texte poétique, lorsqu'on sait que le philosophe avait entretenu avec les poètes et la poésie une relation plus que problématique. Dans sa République, Platon avait certes loué Homère, mais il l'avait surtout chassé sans rémission,
comme il l'avait fait pour tous les autres poètes, et à qui il refusait le droit de citer. Homère, en effet, était accusé par Platon d'avoir dit sur les dieux des mensonges éhontés, de les avoir dégradés en montrant leurs festins, leurs disputes et leurs multiples adultères. Bref, il avait rabaissé les dieux et toute la théologie païenne au niveau de la plus banale humanité, et cela était inacceptable. Les fictions poétiques n'avaient donc pas de place dans la philosophie de Platon, car il les honnissait comme mensongères, futiles et indignes de sa République. Eh bien, le néoplatonisme fait faire un tour complet à cette théorie, et ce, déjà depuis les exégètes d'Homère de l'Antiquité, tardive, comme Proclus par exemple, pour qui il fallait sauver la poésie absolument du discrédit dans lequel l'avait jeté Platon. La Renaissance florentine, qui ne pouvait se permettre, et pour cause, de se couper de l'expression poétique et artistique, avait réussi brillamment, en exploitant ces traditions de pensée souvent méconnues, à réconcilier Platon et les arts, Platon et la poésie, Platon et l'expression figurée. En particulier, Landino retenait l'idée, développée par Ficin, d'une aurea catena, d'une chaîne d'or de poètes théologiens courant d'un bout à l'autre de l'histoire de l'humanité. Cette filiation sapientiale, quelque peu fantasmatique, commençait avec la figure égyptienne assez trouble d'Hermès Trismégiste, que Ficin affectionnait particulièrement, pour continuer avec Zoroastre, Orphée, mais aussi David ou Moïse, théologiens poètes eux aussi, et jusqu'à Homère et Virgile, dont les œuvres devaient constituer des jalons importants dans l'histoire de la sagesse et de la théologie. Sous la plume de Ficin, la fameuse Theologia Poetica de Boccace se platonisait, s'amplifiait, se chargeait d'une épaisseur mystique, s'appropriait aussi la musique, songez à la lyre d'Orphée ou à la harpe de David. Elle devenait une Theologia Platonica, selon le titre du monumental traité ficinien sur l'immortalité des âmes. Influencé par ce type de vision à la fois panoramique et archaïsante de la poésie, Landino pouvait donc maintenant inscrire la comédie de Dante dans un dispositif exégétique très précis, à la fois hérité des commentaires précédents, mais aussi très novateur, car il entendait appliquer à Dante les maîtres concepts du néoplatonisme définis par Ficin. La poésie apparaissait définie comme ars divina, et le poète comme poeta theologus, ainsi que l'avait voulu Boccace, mais ici ces théories acquéraient un développement plus complet et plus complexe, et Landino faisait dans son Proemio une véritable apologie historique de la poésie. Il insistait notamment sur l'idée de l'inspiration divine, le furor divinus, dérivé directement des textes célèbres que lui avait consacrés Marcel Ficin, en commentant des dialogues platoniciens comme le Phèdre, le Ion, le Banquet, dans lesquels il est question de la fureur. Selon ces sources platoniciennes, le poète n'écrit pas de sa propre initiative, mais tient ses propos directement de la dictée de Dieu, dont il est pénétré corps et âme, de la même manière que la Pythie de Delphes était littéralement possédée par l'influx d'Apollon pour livrer ses oracles. Les œuvres du poète inspirées par Dieu, sont donc indiscutables. Elles sont vérité, prophétie et révélation, et lui confèrent un statut divin. Quant à l'interprétation allégorique, elle acquérait ici une résonance toute particulière, car elle s'inscrivait dans un dispositif platonicien qui centralise l'âme et la quête du souverain bien à travers les multiples aléas de l'aventure humaine. Occasion pour Landino de lier intimement son exégèse de Dante à celle qu'il venait de faire de Virgile, et même au-delà, celle d'Homère. Alors voici ce qu'il nous dit. Il est vraisemblable que Dante s'est proposé la même fin qu'Homère chez les Grecs et que Virgile chez les Latins. Comme le premier pour Ulysse et le second pour Énée démontrent de quelle manière, par la connaissance des vices et leur purgation, on arrive finalement à la contemplation des choses divines, ainsi Dante démontre la même chose sous cette fiction du pèlerinage qu'il accomplit personnellement avec Virgile. Dante est donc non seulement le compagnon de Virgile dans le pèlerinage de l'autre monde, mais aussi son imitateur et même son interprète, dans une quête qui est, comme celle d'Énée, une quête essentiellement métaphysique. D'après Landino, Énée, chez Virgile, fuit la vie sensuelle, symbolisée par Troie,
pour la vie active, symbolisée par Carthage, puis parvient à la félicité de la vie contemplative sur les rivages de l'Italie, durement gagnée. Énée devient alors le modèle de Dante, qui entreprend lui aussi un voyage eschatologique en 3 phases, enfer, purgatoire, paradis. Voyage qui est, comme chez Virgile, une métaphore de la trajectoire de l'âme à travers ces 3 états d'humanité à la recherche du souverain bien. Voilà l'interprétation de Landino. Ainsi, le décalque héroïque Homère, Virgile, Dante est-il constamment présent dans le commentaire de Landino, qui utilise abondamment les interprétations platoniciennes d'Homère et de Virgile, dont l'Antiquité regorgeait. Il n'y avait qu'à se servir, en fait. Prenons pour illustrer cela un exemple célèbre et souvent commenté, qui est une sorte de réécriture très personnelle de la fin de l'Odyssée. Au chant 26 de l'Enfer, la fin de l'Odyssée nous est narrée par Dante d'une manière assez incroyable. Dante ne fait pas revenir Ulysse à Ithaque, mais, contrairement à Homère, il le fait périr dans un naufrage, au moment même où il découvre en mer passer les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar, une haute montagne dont s'exhale un tourbillon qui fait tournoyer par 3 fois son bateau avant de le faire définitivement sombrer. Voilà ici une enluminure du XIVe siècle qui le montre. Ulysse, rappelons-le, est en enfer pour avoir trompé les Troyens par la ruse du cheval de Troie. Mais, de manière plus oblique, Dante nous fait comprendre que son naufrage est dû à son audace. Il a cherché à connaître le monde sans habitants, nous dit Dante, une zone interdite, une mer inconnue. Il a voulu presque découvrir l'Amérique. Ce qui est châtié en lui est donc extrêmement grave. C'est le péché originel lui-même, la soif de connaissance d'Adam et Ève, et l'hubris des Grecs tout en même temps, tout à la fois. L'épisode narré à Dante par Ulysse lui-même dans les flammes de l'enfer est déjà en soi assez insolite. Il est inventé de toutes pièces par Dante, qui n'avait pas véritablement de tradition de lecture du grec à l'époque. Mais l'interprétation de Landino l'est encore davantage, car cette montagne, entrevue par Ulysse au-delà des terres, n'est en fait rien d'autre que le purgatoire, interdit d'accès sans rémission à un héros païen. En effet, dit Landino, Ulysse n'y a pas droit, car il est comme l'âme humaine, qui, je cite, ne saurait trouver de port, c'est-à-dire de souverain bien, dans les choses mortelles et dans la doctrine des païens. Et c'est pourquoi la mer se referme sur lui. Toutefois, si Ulysse périt aux abords du purgatoire, ne pouvant y accéder, victime de son propre orgueil, Énée, à un stade plus élevé, peut dépasser les enfers, après le 6e livre de l'Énéide, car d'une part, Énée n'a pas commis de faute, Virgile l'appelle le pius à Énéas, mais aussi, comme le dit Landino dans son commentaire du chant 31 du purgatoire, la doctrine des païens peut permettre quelquefois d'aller jusqu'à la connaissance des vices et même jusqu'à leur purgation. C'est pourquoi Virgile, l'auteur de l'Énéide, lui-même païen, peut accompagner Dante jusqu'au purgatoire qu'il traverse avec lui. En revanche, parvenu à la fin du purgatoire, Virgile doit ensuite disparaître et céder la place à Béatrice, puis à Saint Bernard, tout comme la raison naturelle que Virgile représente doit céder la place aux enseignements de la doctrine chrétienne pour pénétrer dans le paradis. Ainsi, la chaîne Homère-Virgile-Dante s'augmente à chaque fois de possibilités accrues de rédemption. Et finalement, des 3 poètes épiques, seul Dante peut parcourir les 3 domaines, car seul Dante possède à la fois et la leçon des païens et les leçons de la théologie chrétienne, qui le rendent capable d'entrer au paradis. Autrement dit, dans le commentaire de Landino, la Divine Comédie commence là où s'arrête l'Énéide, tout comme l'Énéide commençait là où s'arrêtait l'Odyssée. Ainsi se bouclerait la boucle de l'épopée de l'âme. C'est assez prodigieux. Du coup, l'interprétation de Landino s'est au fait d'un surcroît de signification qui était totalement absent des allégories qui informaient les commentaires précédents. La lecture allégorique devenait cohérente, consistante, d'un seul tenant, singulièrement séduisante. Elle s'inscrivait dans une ligne qu'on pourrait appeler interallégorique ou méta-allégorique, qui reliait entre eux des textes très éloignés l'un de l'autre dans le temps, Odyssée, Énéide, Divine Comédie, en les faisant se succéder
dans une filiation ascendante de sagesse qui les rendait tributaires du même principe, ce que Landino appelait l'allégorie du plus haut principe, par lequel l'aventure chrétienne pouvait, par concaténation, prendre logiquement le relais de l'aventure païenne. Cette interprétation landinienne de la comédie fut si admirée que depuis 1481, ce commentaire fut réédité 7 fois avant 1500, puis 9 fois au cours du XVIe siècle, plus 3 fois en version condensée. Ce qui indique l'acmé de cette divinisation de Dante, commencé avec Boccace, pardon, ici c'est le texte, et consacré avec Landino, c'est peut-être l'édition vénitienne de Lodovico Dolce, parue en 1555 chez Gabriel Giolito, qui introduisait pour la première fois le titre de Divina Commedia, et non plus simplement de Commedia, comme on le voit ici, avec l'insistance typographique bien significative par l'utilisation de l'encadré. Ce titre fut repris dans l'édition très prestigieuse, que on l'a vu tout à l'heure dans l'exposition, de la très prestigieuse Accademia della Crusca à la fin du siècle, en 1595, qui fut la première édition critique de la comédie. Et l'œuvre majeure de Dante n'a dès lors plus jamais quitté ce titre de Divine Comédie. Il est significatif de constater que l'édition platonicienne de Landino informa également toute la production artistique florentine du siècle suivant. Ainsi, des artistes comme Léonard de Vinci, Raphaël, Michel-Ange, Bramante ou Vasari furent des lecteurs inconditionnels du commentaire néoplatonicien de Landino. Ce n'est certes pas un hasard si on voit, comme ici, le Parnasse de Raphaël dans la chambre de la signature au Vatican. Il place la triade Homère, Virgile, Dante, dont on vient de parler, au centre de ses poètes inspirés, comme on peut le voir dans ce détail de la chambre dans le Parnasse de Raphaël. Ni si Dante, poète théologien, est effectivement placé par Raphaël, donc ça c'est 1508, vous voyez, c'est à peine 30 ans plus tard, 30 ans après le commentaire de Landino. Dante est effectivement placé par Raphaël parmi les théologiens les plus importants de l'Église, avec Augustin, Thomas, Saint Bonaventure et Saint Ambroise, dans la fameuse dispute du Saint-Sacrement, dans ces mêmes chambres de la signature. On peut dire que l'intermédiaire landinien est essentiel pour Michel-Ange. Ainsi, on trouve dans une de ses lettres de 1545 une déclaration d'hostilité contre le nouveau commentaire d'Alessandro Vellutello, dont on a parlé tout à l'heure, qui venait de paraître à Venise en 1544, et qu'il jugeait vide et pauvre comparé à celui de Landino qu'il lisait assidûment. Michel-Ange avait une véritable fascination pour Dante. On le surnommait à Florence Dante Pittore ou Dante Scultore. On a bien sûr souvent voulu voir Dante lui-même dans le jugement dernier de la chapelle Sixtine, où l'enfer prend en effet toute l'ampleur de la dimension dantesque, notamment ici, dans le motif bien connu de la barque de Caron. Cependant, beaucoup plus subtilement, le commentaire landinien apparaît plus précisément dans certaines allusions ponctuelles de Michel-Ange à la vie active et la vie contemplative, qu'on a vu par exemple pour Virgile, mais qu'on voit aussi pour Dante, et qui apparaissent comme le fil rouge du commentaire de Landino. Ça revient tout le temps. Alors ici, vous avez Erwin Panofsky, ça j'ai pris de Erwin Panofsky, qui reconnaît l'empreinte landinienne dans les sculptures de Rachel et Léa du tombeau de Jules II, censé représenter la vie contemplative, donc pour Rachel, et la vie active pour Léa, telle que Landino les présente allégoriquement dans son commentaire du chant 27 du Purgatoire, où ces figures bibliques apparaissent. Elles apparaissent également dans le Proemio de Landino. De même, tout à fait impressionnant, la griffe néoplatonicienne réapparaîtrait dans ce magnifique dessin du rapt de Ganymède, que Dante voit en rêve au chant 9 du Purgatoire, et qui est interprété par Landino comme l'homme actif, exaucé à la contemplation divine par l'aigle, qui n'est autre que la grâce divine rayonnante envoyée à l'homme. L'entrelacement des deux corps, censé figurer la fusion théologique de l'homme et du bien suprême, est ici saisissant et très érotisé. Michel-Ange parvenant à exprimer par le dessin l'entrelacement sublime du mythe et de son sens allégorique qui lui était parfaitement connu. Et puis, des traces de ficinisme et du commentaire de Landino sont visibles tout aussi bien dans d'autres productions artistiques de l'époque. Que dire, par exemple, de la présence d'Hermès Trismégiste sur le pavement du Duomo de Sienne,
L'artiste, Giovanni di Stefano, l'a enchâssé dans sa marqueterie de marbre en 1488, à peine 7 ans après l'impression du Dante de Landino, qui en faisait grand cas d'ailleurs, qui faisait grand cas d'Hermès Trismégiste dans son prologue. Cependant, au XVIe siècle, des voix dysphoriques continuèrent de résonner. On en voulait décidément beaucoup à Dante et à sa langue, latine ou vernaculaire. Et le XVIe siècle le montra d'une manière contrastive, en soulignant ouvertement, souvent de manière emphatique, les différences entre l'œuvre de Dante et l'œuvre de Pétrarque, qui n'étaient pas toujours à l'avantage du premier. On constate d'ailleurs que depuis les débuts de l'imprimerie, on voit la comédie apparaître dans 15 incunables et Pétrarque dans 36. Et au XVIe siècle, il eut 26 éditions complètes ou partielles de la comédie contre 180 éditions des vers vulgaires de Pétrarque. C'est démesuré et il y a des questions à se poser là-dessus, bien entendu. C'est en 1525, dans les Prose della Vulgar Lingua, manifeste en faveur de la langue vulgaire, de la langue littéraire en vulgaire, que le cardinal Pietro Bembo, qui voyait en Pétrarque rassembler toutes les grâces de la poésie vulgaire, il introduisit cette confrontation Dante-Pétrarque ou comédie versus canzoniere, se rendant en partie responsable des dissensions et querelles contre Dante dans les milieux académiques qui eurent lieu dans le dernier quart du XVIe siècle. Bembo prétendait que si Dante avait voulu se rendre maître de, je cite, chacun des 7 arts et de la philosophie, et encore au-delà de tout le domaine des choses chrétiennes, il avait été moins excellent et moins parfait dans le domaine de la poésie. Attaché à la pureté linguistique, il ajoutait que s'il trouvait chez Dante substance et doctrine, il trouvait chez Pétrarque grâce, style et ornement poétique. Que la Divine Comédie proposait certes un sujet ample et magnifique, mais qu'il utilisait pour le traiter des mots rudes et indignes, qui lui mêlaient en outre des choses extrêmement viles et basses, et qu'il avait des prétentions déplacées pour un poète. Et Bembo, dans une vaste métaphore végétale, dont tout le siècle littéraire se souviendra, soutenait que la comédie de Dante pouvait être comparée, je cite, à un vaste et superbe champ de blé, tout entremêlé d'ivraie et d'avoine et d'herbes stériles et nocives, ou à une vigne non taillée à temps, telle qu'on en voit après l'été, s'encombrer de feuilles, de sarments et de vrilles qui font mourir les beaux raisins. Dans la même veine de dénigrement, dans ce même milieu vénéto-padouan qui fut celui de Bembo, on trouve encore un ouvrage, sur la langue toscane de Bernardino Tomitano, en 1545, l'idée que le contenu doctrinal de la comédie est une excuse bien mince pour ces insupportables tares formelles. Pourtant, la connaissance encyclopédique qui émanait de la Divine Comédie avait été amplement valorisée à l'Académie florentine par toute une série de leçons qui s'y donnèrent dès 1540 jusqu'à la fin des années 50. Des académiciens comme Varchi et Giambullari rivalisaient pour expliquer le savoir de Dante. Bref, la réaction antibembiste fut consistante. Et ce tableau, c'est surtout ce tableau qui m'intéresse, ce tableau du Florentin Giorgio Vasari, dit peut-être mieux, c'est une véritable réaction antibembiste, le dit même mieux qu'un discours. Sont représentés ici 6 poètes florentins, vous pouvez lire leur nom. D'abord, la centralité de Dante y est indiscutable. Pétrarque a d'ailleurs les yeux rivés sur lui, il est à sa gauche. Ensuite, la connaissance de Dante y est clairement affirmée par la présence des globes terrestres et célestes sur la table, un cadran solaire, un compas, divers volumes, un encrier, etc. Enfin, en haut à gauche du tableau, le peintre a représenté Marcille Fissin et Cristoforo Landino, qui, comme nous le savons, encensèrent Dante pour son savoir et ses qualités théologiques. Ce geste affirme bien évidemment une continuité indiscutable entre Dante et le commentaire qui exalte son savoir encyclopédique. Le tableau, en tout cas, a été vu comme une sorte de réponse iconographique aux attaques de Bembo contre Dante. Toutefois, il faut, je crois, voir dans le verdict sévère articulé par Bembo en 1525 le début des malheurs de Dante, assailli par le très grave problème littéraire
de la place de la philosophie et du savoir dans une œuvre poétique. Bembo, dans ses attaques, avait pointé le curseur sur les mots au détriment des contenus. Il avait jugé Dante sur la poésie au détriment du savoir et de la théologie. Cette vision particulièrement formaliste de la comédie apparaît d'ailleurs de manière éclatante dans l'édition de la comédie préparée par Bembo, l'édition d'Ald Manus en 1502, qui se trouvait tout à l'heure dans l'exposition de la Movie en vitrine, dite édition aldine, qu'il a voulu complètement nue, désencombrée de tout commentaire, et même rebaptiser les terze rime. Il ne voulait plus entendre parler de commedia, pour en découdre peut-être avec l'allégorie et en venir à l'essentiel, à savoir l'éloquence, le style, la versification. C'est un tout petit octavo, il est minuscule, nous venons de voir, un livre de poche qui remplaçait le lourd folio. Ici, vous avez le folio de Landino avec le commentaire, n'est-ce pas, qui prend toute la place. Vous voyez, c'est ce tout petit livre in octavo et ce livre folio, vraiment, c'est tout à fait le contraire l'un de l'autre. C'est deux attitudes de lecture absolument opposées. Donc, voilà préparé le terrain d'une sensibilité antidantesque, ou plutôt anti-landinienne, on va dire, ce serait plus juste, sensibilité qui travaillait en sourdine, ne tardant pas à éclater alors par des biais très inattendus. Vers le milieu du XVIe siècle, en effet, un phénomène nouveau fit trembler le monde des lettres. L'arrivée de la poétique d'Aristote, qu'on connaissait mais très mal, par des traductions qui venaient de l'arabe, des traductions latines de l'arabe, mais là, on avait eu l'exemplaire grec et on avait traduit du grec. Elle fut introduite en Italie et traduite du grec, puis immédiatement commentée en latin par Robortello en 1548 et en 1550 par Maggi et Lombardi. Une foulée d'autres commentaires suivit et le texte d'Aristote devint célébrissime parmi les lettrés qui le glosèrent à qui mieux, y reconnaissant les fondements d'une nouvelle théorie de la littérature. Ce en quoi il n'avait pas tort. Ce texte, en effet, allait servir de juridiction littéraire et de norme poétique dans toute la seconde partie du XVIe siècle, et bien au-delà. Songez par exemple que c'est ce texte-là qui a servi à fonder toutes les règles du classicisme français au XVIIe siècle. Et puis, encore au-delà, certains concepts d'Aristote, comme mimésis ou catharsis, sont fondamentaux encore aujourd'hui, et l'importance de ce traité dans l'idée même que nous nous faisons de la littérature, du théâtre et de la fiction est absolument capitale. D'entrée de jeu, dès le chapitre 1 de sa poétique, Aristote définit le concept de fable et de fiction comme constitutif de la littérature. Ce qu'il appelait mimésis, que l'on traduisait par imitation ou imitatio, ce n'est pas, comme on peut d'abord le penser, la reproduction fidèle du réel, ce qui en soi n'a aucun intérêt, mais l'aptitude du poète ou de l'écrivain à créer du comme si, à créer de la fiction, c'est-à-dire à styliser des situations ou des personnages. Son domaine n'est pas ainsi le vrai, mais le vraisemblable, tout ce qui en somme définit la littérature comme feintise ou comme fictivité, c'est-à-dire comme écart par rapport au réel. En fait, donc, paradoxalement, imiter était un geste bien peu imitatif, puisqu'il postulait justement qu'on s'écarte du réel pour créer autre chose. La poétique d'Aristote décrète ainsi que le réel et le vrai ne font pas partie de l'ordre poétique et qu'ils doivent par conséquent en être exclus. Ainsi, décrire un paysage, relater un événement historique, raconter un fait réellement advenu ne sont pas, dans la perspective aristotélicienne, des activités littéraires, car elles ne fictionnalisent pas. Aristote opposait radicalement donc Homère, prince des poètes qui sait inventer et construire des fictions vraisemblables auxquelles, par le jeu de la mimésis, il confère une extraordinaire illusion de vérité, à Empédocle, philosophe présocratique, qui a incidemment écrit en vers un poème sur la nature, certes d'une belle facture et d'une grande majesté, mais qui n'obéit pas à cette mimésis, parce qu'au lieu d'inventer, il ne fait que décrire, que rapporter des choses exactes que la nature a déjà créées et construites avant lui. Autrement dit, d'Homère et d'Empédocle, Homère seul est poète.
Empédocle, même s'il a utilisé le verbe, n'est qu'un naturaliste, ce qu'il appelle un physiologos. Le même verdict touchait aussi l'historien. Aristote, en effet, doublait et reprécisait ce grief à propos de la véridicité historique. La différence entre l'historien et le poète, disait-il, est que l'historien dit ce qui a eu lieu et le poète ce qui pourrait avoir lieu. Tout était dans ce conditionnel, dans cette probabilisation des actions qui, à elle seule, donnait l'idée du fictionnel, surplombant les catégories du possible et du vraisemblable, mais en excluant le vrai. Ainsi, les lettrés du XVIe siècle découvraient la dictature, le terrorisme même de la fiction, qui reléguait tout le discours véridique, comme l'histoire ou la description, mais aussi la science et la doctrine, dans une zone de non-droit et de néant littéraire. Cela, bien entendu, n'arrangeait pas le sort de la Divine Comédie, vous l'aurez deviné. La poétique aristotélicienne jetait en fait un énorme pavé dans les eaux du culte dantesque qui, comme nous l'avons vu, n'était déjà pas si tranquille. Or, pour reprendre la remarque, ou encore pour reprendre la remarque de Benedetto Croce, de l'encomium de Dante comme poète théologien, connaisseur de tous les dogmes et maître de l'éthique, on passe au XVIe siècle à la question de savoir si la comédie est ou non conforme au genre décrit par Aristote. Vous voyez que c'est une espèce de catabase, en fait, pour le pauvre Dante. Cela, malgré les voix qui s'élevèrent pour s'indigner, par exemple celle de Gelli qui disait « Si Aristote avait pu voir Dante comme il avait vu Homère, il aurait fait sa poétique selon Dante et non selon Homère. » Et d'autres encore de se demander si on pouvait accepter la codification d'un philosophe antique pour réglementer les productions modernes. Mais, contre ces voies du bon sens, les rigides critères d'Aristote furent mis en avant pour fustiger Dante. De fait, c'est en 1572 qu'éclate vraiment une querelle sur Dante. En 1572, en effet, un mystérieux pamphlétaire, dont on n'a jamais réussi à établir l'identité, rédige un texte fulminant, Discorso di Messer Antonio Castravilla, nel quale si mostra l'imperfezione del poema di Dante. Ce fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. À la manière d'Aristote, dans un syllogisme caricatural, ce Castravilla déclarait lapidairement « Chaque poème est fable. La comédie de Dante n'est pas une fable, donc la comédie de Dante n'est pas un poème. Donc, ajoutez, Dante n'est pas un poète. » Voilà. À Florence, l'Accademia degli Alterati ne resta pas de marbre et engagea ces années-là une déferlante de réponses et de défense de Dante dans une polémique extraordinaire. Vous avez ici, j'avais fait des tableaux des réponses, enfin, des attaques et des réponses. Vous voyez la quantité de textes qui furent écrits et qui ne furent jamais, beaucoup d'entre eux ne furent jamais publiés. Les textes dont vous voyez les titres furent rédigés à la suite de cet incendiaire pamphlet, d'abord de 1572 à 1580. Vous avez ici 1572, puis en 1573, toute une quantité de textes qui déferlent, et puis de nouveau, après, en 1580, en 1582, la querelle reprend, et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas les textes polémiques. Voilà. L'affaire Dante s'enflamma ainsi dans toute cette littérature académique, c'était des académies surtout, des académiciens, et de circonstances qui tinrent le devant de la scène pendant plus de 30 ans et dont les intitulés rendent un son particulièrement polémique. Défense, réponse, réplique, preuve, opposition, apologie, censure, mais aussi, bien sûr, réponse aux répliques, opposition aux réponses, etc. etc. Et quelque chose d'assez prodigieux. Mais alors, que reprochait-on à Dante? Eh bien, on lui reprochait la même chose qu'Aristote reprochait à Empédocle, c'est-à-dire de n'avoir pas écrit de fiction vraisemblable. Voici comment un critique de l'époque synthétise cet argument. Quand j'enlève à Dante le nom de poète pour lui attribuer celui de théologien ou de philosophe moral, je ne peux pas le léser, mais lui faire honneur. Et si nous voulons tout de même concéder à son œuvre le nom de poème, nous pourrions dire qu'elle est un poème sacré, c'est-à-dire de la théologie mise en vers. Ainsi, de la même manière qu'Empédocle était un physiologos, Dante est un théologus. Mais nous sommes loin du poeta théologus de Boccace et des Ficiniens, qui étaient les deux à la fois, car ici, dans la logique exclusionniste des aristotéliciens,
Dire de Dante qu'il était un théologien, c'était dire d'emblée qu'il n'était pas un poète. C'était l'un ou l'autre, et non pas l'un et l'autre. Dante avait disserté de théologie, de philosophie, de choses vraies, comme les sciences et les arts. Et surtout, disait Castraville, il l'avait fait de façon doctrinale, en termes scolastiques, sur le mode de la dispute, et non pas occasionnellement, de manière légère, ainsi que cela convient aux poètes. Dante contrevenait par là au précepte démagogique qui demandait que la poésie soit comprise par le peuple ignorant et non seulement par les doctes. Ensuite, Dante contrevenait à la théorie du vraisemblable. Il n'est pas vraisemblable, il n'y a pas de vraisemblance dans la Divine Comédie. Personne ne peut croire qu'un homme vivant en chair et en os puisse accomplir un voyage à travers les 3 régions de l'au-delà. Et ajoutait-il, si en leur temps Ulysse et Énée étaient descendus aux enfers, c'est que leur théologie, leur religion, pouvaient trouver cela vraisemblable. Mais dans le monde chrétien, cela n'a aucun sens. Toutefois, l'infraction de Dante la plus grave au principe d'Aristote restait la représentation d'action, dont la Divine Comédie leur semblait dépourvue. Car pour les détracteurs, elle n'était ni représentation, ni action, mais narration d'un rêve. Dante, disaient les détracteurs, ne faisait au fond que raconter un rêve qu'il avait fait. Or, le rêve n'est pas une action. Alors ici, nous entrons dans une manière scolastique de penser. Le rêve n'est pas une action, car il ne dépend pas de la volonté. Il nous est donné sans notre accord, dans un état de pure conscience. Représenter une action est au contraire un geste délibérément choisi, un geste de poète créateur et non de dormeur passif. Voilà, un tel catalogue d'accusations, qui est très très loin d'être exhaustif, requérait un justicier de taille. Eh bien, ce justicier exista. Ce justicier, c'était le champion de Dante, qui fut un grand érudit de Cesena, en Émilie-Romagne, Jacopo Mazzoni, qu'on connaît très mal, qui n'attendit pas un jour pour riposter au pamphlet de Castravilla, et même au-delà à son successeur Bulgarini. Mazzoni était un philosophe aristotélicien qui connaissait en outre remarquablement Platon et le néoplatonisme, qui maîtrisait d'innombrables sources antiques et médiévales et dont le projet philosophique était de concilier Platon et Aristote, en démontrant le côté peu convaincant de leur opposition. La première riposte de Mazzoni provoqua des réactions immédiates de ses détracteurs, mais la querelle se ralluma, comme on l'a vu, et Mazzoni dut reprendre ses travaux, cette fois entouré d'un atelier de collaborateurs. En à peine une année, il vint à bout de 2 immenses volumes, dans lesquels non seulement Dante était remarquablement défendu, mais où était proposée une théorie littéraire holistique, éminemment moderne, sur la nature de la poésie, de la littérature et de l'art en général, qui se promettait d'accueillir le plus grand nombre de genres possible, et non d'exclure et de censurer. La Somme, parue en 1587, comptait plus de 700 pages, 1200 avec la seconde partie, parue posthume en 1588. C'est quelque chose de gigantesque. Alors, 2 ou 3 idées qui vous montrent exactement comment Mazzoni pouvait contrer les aristotéliciens rigides. Il instaurait une distinction, par exemple, entre 2 méthodes d'imitation. L'imitation icastique, qui est une imitation du semblable, photographique, on dirait aujourd'hui, et l'imitation fantastique, qui recomposait le modèle à sa guise, en dépassant le réel, selon le bon vouloir de l'inspiration de chacun et de son imaginaire. Alors, en postulant 2 imitations, eh bien, tous les genres pouvaient entrer en poésie. Le vrai relevait de l'imitation icastique, le fantastique relevait de l'imitation fantastique, etc. Voilà, donc c'était une réponse tout à fait intelligente à toutes ces querelles. Bien évidemment, ainsi conçu, le jeu imitatif devenait plus souple et admettait plus de genres littéraires dans son giron. On pouvait imiter le vrai, le possible, l'impossible, l'invraisemblable, l'impensable même. De plus, Mazzoni rebaptisa le vraisemblable, si décrié, en l'appelant simplement crédible. La littérature, c'était plus juste, parce que la littérature joue en effet sur la crédibilité, qui postule la présence de quelqu'un qui croit et qui lit, davantage que sur la vraisemblance, qui ne fait, au fond, qu'articuler une similitude au réel. Aristote ne disait-il pas que un crédible impossible était préférable au possible incroyable?
c'était donner un poids très important à la fois à l'adhésion du lecteur, idée absente dans le terme de vraisemblable. On peut en effet parfaitement croire des choses invraisemblables, pour autant qu'on nous les raconte brillamment. Nous savons par le cinéma fantastique et la science-fiction à quel point cela est vrai. C'est la manière de le raconter qui est déterminante. Mazzoni débloquait ainsi de leur rigidité les catégories d'Aristote, pourvu qu'une œuvre soit crédible, qu'importait que la substance fût vraie, possible, probable, vraisemblable, impossible. Mazzoni, en fait, tenait là de quoi sauver la Divine Comédie, autant dans sa vérité que dans sa poésie. Pour ne prendre qu'un seul exemple et terminer par là, Dante, dit Mazzoni, avait su merveilleusement rendre crédible le vrai lui-même, en l'exaucant au plan poétique et en le rendant esthétiquement sublime. Ainsi, au chant 33, c'est ici le chant 33 du paradis, c'est le dernier chant du paradis, Dante va décrire la Trinité. Évidemment, c'est impossible de décrire la Trinité, il faut être un poète remarquable pour donner simplement une idée sensible de ce que peut être la Trinité. Alors, Dante a réussi ce tour de force de décrire la Trinité. Alors, il l'a décrit dans ces deux terzine, les vers 115-120, vous les lirez. Ici, j'ai intercalé la traduction française, mais je vous ai mis ici une image, la seule que j'ai trouvée, parce que c'est très très difficile de trouver une image précise de ces ces 6 vers qui figurent la Trinité. Eh bien, il la figure esthétiquement, poétiquement, c'est le concept le plus difficile de la théologie, la Trinité. Eh bien, il est à la fois impossible et véritable. Et il la figure par 3 cercles de feu et de couleurs, chacun étant le reflet de l'autre, et qui s'interpénètrent, et ça donne une image absolument éblouissante. Donc, il a rendu poétique le vrai, la vérité, et même la possibilité, si on s'imagine qu'une trinité est quelque chose de difficilement admissible. Donc, poésie et théologie pouvaient enfin coexister, et cette extraordinaire image dantesque avait plus que toute autre valeur d'argument. Alors, je terminerai ici, j'aimerais juste saluer le travail gigantesque de ce commentateur Mazzoni, hors pair, que j'ai eu l'occasion de lire beaucoup, et dont les lettrés et les artistes utilisèrent plus tard beaucoup les résultats, mais qui reste finalement très méconnu parce qu'il reste très scolastique, même si l'université de Pise vient de terminer en 2021 la publication de l'édition intégrale de sa Difesa de Dante, comme on peut le voir ici sur cette affiche inaugurale. Vous voyez, le mardi 10 maggio de 2022, ils ont fini de publier l'intégrale des réalités, la comédie de Dante. Donc ils ont fait un travail monumental, 6 volumes de réflexion serrée de la Divine Comédie, mais aussi sur la littérature et de l'art. Alors je peux terminer en disant que c'est un magnifique cadeau à Dante en son 700e anniversaire de sa mort, qui doit à ce savant de Cesena de n'avoir jamais été aussi bien défendu. Merci.